Bonjour, c'est Bertrand Lebeau-Bovici, médecin addictologue qui vous parle de drogue et je vais continuer à vous parler de la cocaïne. La dernière fois, je vous avais expliqué que la cocaïne avait été assez rapidement abandonnée comme médicament, que la drogue elle-même avait été interdite dans un grand nombre de pays et dans le cadre de la prohibition globale des drogues, et que elle était passée du marché légal au marché clandestin. Il y a eu des consommations de cocaïne entre, disons, 1920 et 1960, mais elles n'étaient pas très importantes. La grande vague de consommation des années 60, qui a d'abord concerné euh, le cannabis et les psychédéliques, a aussi concerné la cocaïne, dont l'image était moins mauvaise que celle de l'héroïne, qui était habituellement injectée. Hein. L'image de l'héroïne, c'est celle du junkie, celui qui injecte, qui shoot de l'héroïne, alors que la cocaïne peut être sniffée. Elle peut aussi être injectée d'ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est presque une autre substance. De même, le crack fumé, basé, et qu'on fume habituellement, le crack est proche du point de vue de ses effets, de son flash extrêmement intense et bref, est proche de la cocaïne injectée. Donc là, je vais parler de gens qui sniffent de la cocaïne. Euh, on évalue à environ 10 millions de personnes le nombre de consommateurs plus ou moins réguliers de cocaïne aux États-Unis entre 1980 et 1990. Et c'est considérable. C'est dans les classes moyennes que cette marchandise mondialisée, comme dit Michel Gandillon, s'est répandue. Et un des éléments qui explique cet amour pour la cocaïne, c'est la mythologie qui l'entoure. La cocaïne, c'est la drogue des riches et célèbres, des rich and famous, c'est la drogue de la jet set, c'est le champagne des drogues. Et la démocratisation de la bohème aidant, la consommation de cocaïne sniffée s'est beaucoup développée dans les classes moyennes. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, ce ne soit plus environ 10 millions de consommateurs plus ou moins réguliers, mais 5 aux États-Unis? La cocaïne est une substance dont on ne fait pas tout de suite le tour. Au début, on n'y voit que des avantages. C'est la période qu'on appelle la lune de miel. Elle aide à faire la fête, elle aide à travailler, elle peut être utilisée dans la vie sexuelle. Bref, on trouve ça formidable. Et puis, on commence à découvrir les inconvénients de la cocaïne, que je vais essayer de décrire rapidement. Le premier, c'est que, certes, alors on sniffe de la cocaïne, c'est la nuit du dimanche au lundi, on ne dort pas beaucoup parce qu'on se couche tard, parce que la cocaïne n'aide pas à dormir, et le matin, quand on se réveille pour partir au boulot, eh bien, s'il reste de la cocaïne, on va en sniffer. En d'autres termes, la cocaïne qui a fatigué est aussi la substance qui va défatiguer. Et donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe. La deuxième raison, c'est que les gens découvrent que lorsqu'ils arrêtent la cocaïne, il y a une période qu'on appelle la descente, qui peut être un peu décalée dans le temps. Hein. C'est le mardi ou le mercredi, en milieu de semaine, qu'on va avoir un vrai blues, qu'on va se sentir anxieux et surtout assez déprimé et mélancolique. Et puis il y a une troisième raison, c'est que, comme tous les stimulants, la cocaïne rend parano. Quand on en consomme beaucoup, eh bien, on va avoir le sentiment qu'on est observé, on va avoir le sentiment qu'on est suivi dans la rue, on va avoir l'impression que ces conversations téléphoniques sont écoutées. Bref, on est victime d'une sorte de syndrome de persécution. Et pour toutes ces raisons, y a des gens qui finissent par arrêter parce qu'ils trouvent que le prix à payer est trop lourd. Cela explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les trafiquants de cocaïne visent d'autres marchés que les États-Unis et en particulier l'Europe. Et on
on va voir que cette marchandise mondialisée se développe en réalité aujourd'hui partout dans le monde. Alors, ce sont d'abord des groupes criminels colombiens, les fameux cartels, qui vont prendre en charge ce trafic, surtout en direction des États-Unis. La figure la plus emblématique, c'est Pablo Escobar. À sa mort, le quotidien, la revue Forbes considérait que Pablo Escobar était la 7e plus grande fortune du monde, et donc en l'espace d'une courte vie, voilà, il était devenu richissime. Et ça explique les vocations que le trafic de drogue, et particulièrement de cocaïne, peut susciter. Aujourd'hui, ce sont les cartels mexicains qui tiennent le marché de la cocaïne. Ce sont des cartels extrêmement violents. Bon, d'abord, évidemment, ces cartels, ils ont un avantage, c'est qu'il y a une frontière entre le Mexique et les États-Unis qui va de l'Atlantique au Pacifique. C'est la plus longue frontière qui sépare un pays riche d'un pays pauvre ou d'un pays en développement. C'est un premier avantage. Ces cartels mexicains, alors, ne trafiquent pas que de la cocaïne, mais aussi des stimulants puissants comme les amphétamines, qui viennent souvent de Chine. J'y reviendrai à propos des amphétamines, mais aussi de l'héroïne, parce que le Mexique est devenu producteur d'héroïne, mais aussi du cannabis. Mais la cocaïne joue un rôle extrêmement important dans ce trafic. Il y a une expression célèbre de Max Weber sur l'usage légitime de la violence par l'État. L'État, dit-il, a le monopole de la violence légitime. Et d'une certaine manière, les groupes criminels, les cartels mexicains qui tiennent certaines provinces, certaines régions, ont de fait ce monopole légitime de la violence parce que les politiciens, les magistrats, les policiers sont corrompus. Et il y a une phrase célèbre d'Escobar qui disait plata o plomo, hein, l'argent ou le plomb, c'est-à-dire où tu acceptes d'être corrompu ou bien on te tuera. Si on veut avoir une idée de ce que représente la situation au Mexique aujourd'hui, des dizaines de milliers de morts, il faut lire par exemple la trilogie de Don Winslow, La griffe du chien, Cartel et La frontière, et ça donne une bonne idée de la violence de cette situation. Ça explique d'ailleurs pourquoi un certain nombre d'anciens chefs d'État latino-américains se sont réunis en 2009 et ont commencé à publier des textes sur la politique des drogues et la nécessaire réforme que cette politique devait subir. Ça faisait d'ailleurs un certain temps que les pays latino-américains se plaignaient du fait que la guerre à la drogue, qui avait été lancée en 1971 par Richard Nixon, Tricky Dicky, comme on disait à l'époque, eh bien, ne portait que sur l'offre et pas du tout sur la demande. Et ces pays disaient, mais écoutez, il y a une demande considérable de cocaïne aux États-Unis qui concerne des millions de personnes, donc il y a au moins une co-responsabilité, et donc c'est pas simplement la politique de l'offre qui doit être l'alpha et l'oméga, mais c'est aussi une politique qui concerne la demande. En 2011, ce groupe est devenu international, c'est devenu la Commission globale sur les politiques de drogue, la Global Commission on Drug Policy, qui publie des rapports absolument remarquables. Et si le sujet vous intéresse ou si vous n'avez rien d'autre à faire, je vous conseille de les lire, d'autant qu'ils existent en traduction française. Pour revenir au trafic de cocaïne, comment est-ce qu'il a lieu ? Eh bien, la maritimisation, est-ce que je l'ai bien dit, du monde aidant, c'est surtout dans des conteneurs qui sont transportés par d'énormes navires que la cocaïne passe du monde latino-américain en Europe, par exemple.
l'Afrique est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne dans le monde, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Et un certain nombre de pays sont devenus des narco-États. Tout le monde, ou à peu près, est corrompu par le trafic de cocaïne. Mais le grand marché, c'est tout de même l'Europe où les consommations ne cessent d'augmenter. Alors certes, la cocaïne circule dans des containers et il y en a des milliers par bateau, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, ou alors il faut vraiment être très bien renseigné. Et j'ajoute qu'il y a parfois des prises de cocaïne extrêmement importantes, plusieurs tonnes. Alors ces plusieurs tonnes, on peut y voir une victoire de la répression du trafic de drogue, mais on peut surtout y voir le fait que si il y a des prises de cocaïne aussi importantes, c'est que comme la répression arrête 10 à 15% de ce qui circule, les quantités de cocaïne qui circulent dans le monde sont considérables. Il y a une situation qui est tout à fait fascinante et qui est la suivante. En France aujourd'hui, on considère que 20% de la cocaïne qui arrive en métropole, vous allez voir pourquoi j'emploie ce mot, ça représente 20% de la cocaïne. C'est tout de même loin d'être négligeable. Cette cocaïne, elle vient habituellement de Guyane. Il y a des personnes qui vont avaler des boulettes de cocaïne alors qui se trouvent soit dans des préservatifs, soit maintenant qui sont emballés de manière plus sécure, parce que vous vous doutez bien que si une seule de ces boulettes s'ouvre dans le ventre, la personne meurt immédiatement de surdose. Alors, quel est le principe des trafiquants? Il est assez malin, c'est de saturer les systèmes de surveillance, parce que les gens qui sont susceptibles de transporter, incorporer cette cocaïne sont assez faciles à repérer. C'est des jeunes femmes qui ne savent pas très bien où elles vont aller lorsqu'elles vont arriver à Orly, qui n'ont pas de bagages ou à peu près pas, qui ne vont pas manger pendant le vol, enfin peu importe. On les repère très facilement, y compris à Cayenne, on peut les repérer. Mais le problème, c'est que les dispositifs qui permettent de vérifier que ces gens-là ont bien avalé de la cocaïne sont totalement saturés. Ça a une autre conséquence aussi qui est assez incroyable, c'est que jusqu'à présent, il y avait de la cocaïne dans les grandes villes, mais il n'y en avait pas dans les villes moyennes ou dans les petites villes. Comme ces Guyanais rejoignent des compatriotes guyanais, même si tous ces gens-là sont français évidemment, eh ben, on trouve maintenant de la cocaïne dans des villes moyennes, dans des petites villes. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les Guyanais sont des trafiquants de cocaïne, mais il s'avère que c'est effectivement comme ça que les choses se passent et qu'une partie, au moins, de la communauté guyanaise participe à ce trafic. Quelques années auparavant, les Hollandais avaient été confrontés au même problème. Les Français étaient foudrages parce que, comme les Hollandais étaient absolument saturés de Surinamiens qui venaient en Hollande pour faire du trafic de cocaïne, en deçà d'une certaine quantité, ils les renvoyaient dans leur pays en leur disant qu'il fallait surtout pas qu'ils reviennent parce que là, ce serait la prison. Les Français trouvaient ça très laxiste. Ils sont aujourd'hui confrontés au même problème. Bon, ben voilà, on en est là. La deuxième drogue la plus consommée dans le monde, une drogue désormais mondialisée qui touche tous les continents, des groupes criminels d'une violence absolument inouïe, et donc un échec patent pour la prohibition. Et j'essaierai dans un prochain post de vous expliquer comment on pourrait tenter, au moins partiellement, de sortir par le haut de cette situation. Bon, et ben voilà, ben je vous dis au revoir, à bientôt, ciao ciao.